9 mars 2022. Par 3000 mètres de fond, dans des eaux sombres et glacées, apparaît l'Endurance. La barre prête à prendre le cap, le 3-mâts est incroyablement bien conservé. 107 ans après son naufrage, l'Endurance, le navire de l'explorateur britannique Ernest Shackleton, est revenu parmi nous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire salée. Je m'appelle Tiffaine Morin, je suis journaliste à France Bleu Brésil. Je vais vous raconter une histoire incroyable, celle de l'expédition menée par Sir Ernest Shackleton. Depuis que l'épave de son 3-mâts goélette, l'Endurance, a été retrouvée au fond de l'océan, j'ai voulu en savoir plus sur ce périple extraordinaire. Pourquoi cette mission a-t-elle tant marqué les esprits ? Quels défis ces explorateurs ont-ils dû affronter ? Avec l'historien Olivier Mignon, un passionné des grandes aventures maritimes, nous allons partager cette extraordinaire odyssée humaine avec vous. Histoire salée, le podcast mer de France Bleu. Cette histoire commence à la toute fin du 19e siècle. Nous sommes alors en pleine course au pôle. Plusieurs navigateurs se disputent la conquête d'un territoire surnommé le continent austral ou encore le continent blanc. En 1895, il y a eu un congrès international de géographie à Londres et un appel est lancé, invitant toutes les sociétés géographiques dignes de ce nom à tenter l'exploration de l'Antarctique. Les Belges sont les premiers à montrer la voie. Les Écossais embrayent peu après. Et pour mieux comprendre les motivations de notre héros irlandais, de Ernest Shackleton à bord de l'Endurance, il faut remonter en 1901 et faire connaissance avec un officier de la Royal Navy, le capitaine Scott. L'objectif du capitaine Scott, c'est d'aller planter l'Union Jack au pôle Sud. Donc lui, il n'est pas uniquement dans une démarche scientifique, il est dans une démarche de conquête. Il a envie d'aller planter son propre drapeau sur le toit du monde, dans l'hémisphère sud. Et c'est le premier grand voyage mené par des Britanniques dans cette région. Il va durer jusqu'en 1904. Et au cours de ce voyage, le capitaine Scott donc, va tenter de rejoindre le pôle avec 2 hommes. Vous avez un médecin qui s'appelle Edward Wilson. Et puis vous avez surtout Ernest Shackleton. Les 3 hommes entreprennent un voyage périlleux vers le pôle sud. Atteints de scorbut, une maladie causée par une carence en vitamine C, ils sont contraints de faire demi-tour. Vexés, frustrés d'être renvoyés au pays, Shackleton décide de monter sa propre expédition sans le capitaine Scott. Avec ses équipiers, il atteint les 180 km du pôle sud. Mais en manque de nourriture, il doit renoncer, sauvant ainsi ses hommes d'une fin incertaine. En 1914, tandis que l'Europe bascule dans la guerre, Shackleton, bien déterminé à accomplir l'exploit, se lance dans une nouvelle aventure. C'est une sorte de coup d'éclat qu'il se propose d'organiser. Et ce coup d'éclat, c'est tout simplement de traverser l'Antarctique de part en part, c'est-à-dire de la mer de Weddell d'un côté vers la mer de Ross de l'autre côté. Donc accomplir 2900 km, il voulait partir à 6 avec des traîneaux à chiens. Il estimait qu'il devrait marcher pendant 5 mois. Le problème du financement du voyage est crucial. Et tous les explorateurs dignes de ce nom vous diront la même chose. Il faut trouver de l'argent et pour trouver de l'argent, il va en appeler à la générosité des grands industriels de l'Empire britannique, ce qui va lui permettre en effet d'amasser l'argent nécessaire pour acheter d'abord 2 bateaux. Un navire pour rejoindre l'Atlantique Sud et débarquer ses hommes, les chiens, les traîneaux et la nourriture. Un autre pour aller de l'autre côté de l'Antarctique, en mer de Ross, avec d'autres hommes et y installer des dépôts de provisions. Un riche industriel lui fait un don de 24 000 livres. Le gouvernement britannique lui en donne 10 000. Une fortune pour l'époque. Shackleton va pouvoir acheter un premier bateau d'occasion qui s'appelle l'Aurora, donc un navire de chasse à la baleine. Et puis il achète surtout un autre navire qui s'appelle Polaris au départ, l'Étoile polaire. Un bateau flambant neuf qui a été construit dans le sud de la Norvège, à Sandefjord. Il a coûté plus de 11 000 livres ce bateau. Et ce navire, donc tout neuf, il le rebaptise Endurance, ce qui va très bien d'ailleurs au boss, ça le définit assez bien. La devise de la famille Shackleton, c'est la victoire à force d'endurance. Et c'est ce bateau qui va le conduire dans l'Atlantique Sud, vers l'Antarctique, pour débarquer. Donc c'est le navire amiral, entre guillemets,
de Shackleton, et c'est grâce à lui qu'il va pouvoir rejoindre le grand continent blanc pour tenter son aventure. Avant de prendre le large à bord de l'Endurance, je vous propose de prendre le temps de faire connaissance avec cet Irlandais au caractère exceptionnel. Sur un bateau, Shackleton sait gagner la confiance de ses hommes sans donner d'ordre. Il se distingue par son charisme et son autorité naturelle. Il met tout le monde sur un pied d'égalité jusqu'à partager ses repas avec tout l'équipage. Courageux, volontaire, sans peur, séduisant, cultivé, optimiste, il ne doute jamais de l'issue favorable des situations. Et vous allez vite le remarquer, son sens du sacrifice est exemplaire. Quand il intègre la marine marchande, à l'âge de 16 ans, Shackleton se distingue dans la logistique. Et cette spécialité joue un rôle crucial pour cette expédition à bord de l'Endurance. Donc il part avec 2 ans de nourriture, de victuailles, 69 chiens. Il faut évidemment emporter du charbon, parce que c'est un bateau à voile et à vapeur, avec des machines capables de le propulser à 10 nœuds, des pièces de bois, parce que c'est un voilier en bois, et ça c'est extrêmement important de le souligner. À l'époque, tous les bateaux d'exploration polaire sont en bois. 2 ans de provisions, dont des aliments riches pour ne pas être frappé de scorbut. Cette maladie qui avait empêché Shackleton d'atteindre le pôle Sud quelques années plus tôt. Il y a ce qu'on appelle le pemmican. C'est de la viande avec de la graisse. C'est un moyen d'avoir les calories nécessaires. Et ce pemmican, on n'hésitait pas à le mélanger avec des biscuits. Donc les biscuits, ce sont les fameux gâteaux cuits 2 fois plus longtemps que le pain que les marins embarquent. C'est un peu la base de leur alimentation. Et quand on mélange cette viande, cette graisse et ce biscuit, on obtient une solution extrêmement énergétique. On appelle ça le hoosh quand on est britannique. Et le hoosh, c'est un peu le régime alimentaire traditionnel des grands explorateurs de l'époque. Vous avez évidemment des vivres frais au départ, des boîtes de conserve avec ce qu'on appelle le singe. Donc le singe, c'est de la viande de bœuf. On appelle ça le corned beef aussi. Donc des boîtes de viande en conserve, des boîtes de légumes en conserve, de la farine aussi pour pouvoir cuire du pain à bord, de quoi se faire à manger chaud sur la banquise ou sur le continent antarctique. Donc là, des petits réchauds suédois qu'on appelle les lampes Primus. C'était des lampes à pétrole qui permettaient de se faire la popote dans des conditions extrêmes. Et puis enfin, le bovril. Alors le bovril, c'est un peu l'équivalent anglais du viandox. C'est une sorte de bouillon à base de viande de bœuf. Et c'est quelque chose qui permet de se faire une boisson chaude quand vous êtes pris dans des températures négatives. Des bateaux, des provisions, des chiens, il manque un équipage. L'histoire raconte qu'il a publié une annonce dans le journal The Times. Recherchons hommes pour voyage périlleux, bas salaire, froid glacial, long mois d'obscurité complète, danger permanent, retour incertain, mais honneur et reconnaissance en cas de succès. Et c'est incroyable, Shackleton reçoit 5000 réponses positives. Des hommes expérimentés ou des jeunes en quête d'aventure, tous prêts à suivre le boss, le patron. Ils sont donc 27 hommes. Le bateau quitte Plymouth, en Angleterre, le 8 août 1914, direction la mer de Weddell et fait escale dans un archipel perdu en plein milieu de l'Atlantique, à près de 2000 km à l'est du Cap Horn, la Géorgie du Sud. Pendant la traversée, l'équipage découvre un passager clandestin, un jeune homme de 19 ans dont la candidature n'avait pas été retenue. Passé le savon, Shackleton le convoque dans son bureau et lui dit « Vous savez, jeune homme, dans ce genre d'expédition, il arrive qu'on meurt de faim et le premier qu'on mange, c'est souvent le passager clandestin. » Face à un Shackleton bien en chair, le jeune homme répond « Dans ce cas, il vaudrait mieux vous manger, monsieur. » La répartie de Perth Blackborough plaît au boss, qu'il assigne au rôle de mousse à bord de l'Endurance. Le navire accoste en Géorgie du Sud au mois de novembre 1914. En janvier 1915, l'Endurance se retrouve coincée dans les glaces. Le bateau va rester bloqué jusqu'au 27 octobre. Et pendant ces 10 mois, il faut les occuper, ces hommes. Il va mettre à profit cette contrainte de l'hivernage forcé pour proposer aux hommes des activités sportives, du hockey, on sait qu'il faisait du football sur la banquise,
Il profite évidemment du blocage du navire pour permettre aux scientifiques embarqués de faire un certain nombre de mesures, de faire des relevés, pour faire des prélèvements dans la nature, prélever aussi des animaux en faisant un trou dans la glace et en descendant un filet dans ce trou. Tant qu'il fait jour, ils entraînent les chiens. Ces chiens n'ont jamais travaillé ensemble, donc ils vont apprendre à tirer des traîneaux ensemble et les mushers, donc les pilotes des traîneaux, vont pouvoir eux-mêmes s'entraîner en vue finalement de la traversée de l'Antarctique qui, Shackleton l'espère, pourra se dérouler après l'hivernage forcé. Et puis chaque occasion est bonne de faire la fête. La plus amusante, c'est la fête du 1er mai 1915. Le soleil disparaît derrière l'horizon. Ça, c'est le début de ce qu'on appelle la nuit polaire. Elle va durer 3 mois. Donc le soleil ne réapparaîtra pas avant la fin du mois de juillet. Ils organisent un bal costumé à bord de l'Endurance. Ça, c'est absolument hallucinant. Vous avez des hommes qui ont embarqué des perruques pour pouvoir se déguiser. Donc l'un d'eux mime un enfant, un autre une femme. Vous en avez un qui a mis du cirage sur son visage. C'est l'officier météo, justement, Leonard Hussey, qui jouait du banjo. Et Shackleton, finalement, utilise tous ces moments pour instiller un esprit extrêmement positif parmi son équipage. Il porte un toast à leur fiancée, à leur femme, au roi, bien sûr, et à la reine. Donc, l'ambiance est excellente. Juin, juillet, août, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Il se passe comme ça, rythmé par les activités et les fêtes. À l'arrivée du printemps, en septembre-octobre, la glace devrait fracturer et libérer le bateau. Mais les choses ne se passent pas du tout comme ça. Les mouvements dans la banquise, les vents, les courants, ont entraîné des centaines de tonnes de glace contre la coque de l'Endurance, qui était certes une coque renforcée, mais qui n'avait pas été prévue pour supporter une pression pareille. Et du coup, au courant du mois d'octobre, ils commencent à voir la coque de leur bateau se détériorer sous la pression. Le bateau n'est plus étanche, il y a une voie d'eau, il pompe l'eau, mais les planches de la coque cassent les unes après les autres. Shackleton ordonne d'abandonner le bateau, leur seul et unique moyen de rentrer au pays. L'équipage récupère 3 chaloupes et Shackleton décide de rejoindre l'île Paulette sur laquelle ils trouveront du ravitaillement et une maison. Ça, Shackleton le sait. C'est à 450 km de l'endroit où il se trouve. Ces hommes vont devoir tirer les bateaux dans la glace, puis naviguer pour rejoindre l'île. Ils font une tentative pendant 3 jours. La banquise, c'est tout sauf plat. Vous avez des crêtes de compression, qu'on appelle des hummocks. Ce sont des murs de glace, et ces murs de glace, il faut les contourner. Quand ils ne sont pas trop hauts, vous avez des pionniers, entre guillemets, qui partent au-devant de l'équipage avec des pioches, avec des pelles, et ils vont attaquer la glace pour essayer de se frayer un chemin sur la banquise pour permettre aux bateaux de passer. Les bateaux, avec ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire nourriture et effets personnels, pèsent 1 tonne. Donc il leur faut tirer 3 tonnes sur la banquise en contournant ces fameux murs de glace et en contournant aussi, c'est important, ces espèces de glace fondue qui sont autant de pièges. Ils sont sans arrêt obligés de faire des détours. Donc ils tirent un premier bateau, puis ensuite ils vont chercher un deuxième bateau, ils s'attellent, les chiens vont aider, et puis ensuite ils vont chercher le 3e bateau, et ils avancent comme ça en accordéon. Au terme de cette tentative, ils n'ont pas avancé de plus de 4 km. Il faut donc trouver un autre moyen, une autre issue. Chaque homme compte sur la météo pour pouvoir quitter cette banquise. En attendant, ils installent un camp, baptisé le camp de l'océan, et y restent jusqu'au 23 décembre, se nourrissant de phoques, de manchots. Grâce à ces animaux, ils obtiennent de la graisse et donc du combustible pour faire marcher leurs fourneaux et pour à la fois se nourrir eux, mais aussi leurs chiens de traîneau. Et ce 23 décembre 1915 donc, ils repartent pour 5 jours de marche. Ils parcourent 12 km et s'arrêtent, épuisés. Ils refont un campement qu'ils nomment le camp de la patience, qui porte bien son nom, jusqu'au 9 avril 1916. Sauf que la banquise est en mouvement, ils doivent trouver un autre refuge. Ce sera l'île Éléphant. À bord des 3 chaloupes, ils rejoignent l'île. Le voyage dure 1 semaine. Tous survivent. Mais nous sommes au mois d'avril et l'hiver va bientôt repointer le bout de son nez. Ils seront à nouveau coincés. Voilà ce que se dit Shackleton. Je prends mes responsabilités. J'ai emmené tous ces hommes dans cette situation. Je les ai mis dans cette situation. À moi de trouver une solution pour les en tirer. Donc, je vais partir en bateau et je vais aller chercher du secours. Il faut repartir. Cette fois, cap sur la Géorgie du Sud.
Il choisit 5 hommes pour l'épauler dans ce périple. Il choisit Frank Worsley. Frank Worsley, c'est le capitaine de l'Endurance, c'est le marin le plus aguerri. S'il y a quelqu'un capable de rejoindre la Géorgie du Sud, c'est lui. Ensuite, il prend Tom Crean, l'ami irlandais. Lui, c'est un homme sur lequel on peut compter en toutes circonstances. Il a besoin du charpentier, qui s'appelle McNish, qui est l'homme le plus âgé de l'expédition. C'est le doyen, il a une 50aine d'années. Et c'est quelqu'un d'un peu turbulent. Et Shackleton a eu des démêlés avec lui, et il se dit que finalement, il vaut mieux le garder sous son contrôle plutôt que de le laisser dans l'île avec les autres et qu'il distille des ondes un peu négatives auprès des autres. Et il le prend parce qu'il a besoin de lui pour réparer telle ou telle chose sur le bateau, qui est un bateau de bois. Puis il a besoin de 2 marins, qui s'appellent Vincent et McCarthy, qui sont de jeunes marins plutôt solides. Quant au bateau, c'est le James Caird, qui fait entre 6 et 7 mètres. C'est une chaloupe, c'est une sorte de bateau de sauvetage, en bois minuscule. Et ce bateau va devoir donc conduire Shackleton et ses équipiers en Géorgie du Sud. Ça représente 1500 km. Pourquoi choisir d'aller en Géorgie du Sud alors qu'il y a des archipels plus proches ? Eh bien, tout simplement parce que le régime des vents et des courants ne permet pas à Shackleton de rejoindre les archipels qui sont au nord de sa position. En fait, il faut qu'il trouve une option au nord-est. Donc ce ne sera pas l'archipel des Malouines, par exemple, ce sera la Géorgie du Sud qui est plus facile d'atteindre. Une traversée extrêmement périlleuse, dantesque, 1500 km à parcourir dans un océan déchaîné. On entend parfois parler des 40e rugissants. Là, on va être dans les 50e hurlants et dans les 60e mugissants. À côté, les 40e rugissants, c'est une promenade de santé. C'est-à-dire que là, vous avez force 8 en permanence. Vous avez des creux de 7 à 8 mètres, des vents qui soufflent tout le temps, toute la journée, à 70 ou 80 km à l'heure. Des vagues scélérates, donc des vagues géantes, des morceaux de glace qu'on peut ne pas voir dans la nuit. Je dois vous dire qu'au moment où il quitte l'île Éléphant, le 24 avril 1916 maintenant, ses chances de parvenir en Géorgie du Sud sont quasiment nulles. Après 17 jours de navigation dans ces conditions extrêmes, ils arrivent en Géorgie du Sud dans un état de fatigue indescriptible. Ils s'effondrent sur la plage pendant quelques jours. Ils tentent de reprendre un peu de force. Ils se nourrissent d'albatros et de jeunes oiseaux, mais ils doivent encore chercher de l'aide, trouver un baleinier qui pourrait les secourir. Ils sont arrivés au sud-ouest et toutes les bases baleinières qui travaillent en Géorgie du Sud sont au nord-est, donc de l'autre côté de cette île. Alors on va imaginer cette île, elle fait 150 km et vous avez des sommets de 3000 mètres d'altitude. Et Shackleton, donc, ne peut pas repartir avec son petit bateau. Le bateau, il est en bout de course. Donc le calcul qu'il fait est le suivant, il va traverser la Géorgie du Sud. Nul n'a jamais traversé la Géorgie du Sud à pied. Il n'a pas de carte, il ne sait pas par où passer. Il a la mémoire de la configuration de la côte nord, où il est arrivé avec l'Endurance en 1914. Donc il se souvient de la position des stations baleinières, et ce sont ces stations qu'il envisage de rejoindre. Donc ils n'ont pas de matériel, à part les 12 mètres de bout qui vont devenir 12 mètres de corde. L'herminette ou la doloire du charpentier fera un bon piolet. Ils n'ont pas de crampons. Qu'à cela ne tienne, Shackleton demande au charpentier de prendre des vis sur la chaloupe pour les mettre dans les semelles des chaussures pour ne pas glisser sur les névés ou sur la glace. Et à 3h du matin, donc le 19 mai, ils partent. Ils partent à 3. Tom Crean, Frank Worsley et Shackleton. Les autres compagnons sont trop épuisés pour faire le voyage. Ils vont se lancer dans une marche de 36 heures, quasiment sans dormir. De toute façon, ils n'ont pas ni tente, ni sac de couchage. Pour partir léger, ils n'ont quasiment rien pris. Ils ont de la nourriture, ils ont un petit réchaud. Et un peu à l'aveugle, ils vont tenter de trouver un passage pour arriver de l'autre côté. Ce ne sont pas des montagnards, ils n'ont pas d'expérience. Mais ça n'empêche pas Shackleton de tenter le tout pour le tout, parce qu'il y a 22 hommes qui l'attendent et qui ont foi en lui dans l'île Éléphant. Sur leur route, ils rencontrent 4 cols infranchissables. Ils doivent rebrousser chemin quand ils ne tombent pas sur la bonne baie, faire des détours pour pouvoir descendre des pentes trop abruptes. Il n'y a pas un humain, il n'y a pas de bateau, ils sont seuls au monde. À un moment donné,
Shackleton sentait que les deux amis qui étaient là et qui l'avaient suivi n'étaient plus capables d'avancer. Donc il leur permet de s'endormir. Ils se sont endormis en 1 minute à peu près. Et au bout de 5 minutes, il les réveille. Bon les gars, ça fait 30 minutes que vous roupillez. Allez, on repart. En fait, il avait compris que si lui s'endormait, c'était la mort assurée pour les 3. Donc il ne fallait pas qu'il dorme, il fallait qu'il tienne. Et il a tenu, et au bout de 5 minutes, il fait un petit mensonge. Les 3 hommes arrivent finalement de l'autre côté. Ils sont au bon endroit. Du haut de leur crête, ils aperçoivent les 3 stations de traitement de graisse de baleine. Il est 7h du matin. Ils entendent la sirène qui appelle les hommes au travail dans ces usines de traitement de graisse de cétacés. Et là, Shackleton comprend qu'il a réussi et ils ont un geste magnifique. Ils se serrent la main parce qu'après tant d'épreuves, après tant de périls, après tant de difficultés, ils en sont conscients maintenant. Ils ont réussi. Ils vont réussir à trouver de l'aide pour aller sauver les autres. Imaginez l'état de ces 3 hommes. Ce sont des spectres en haillons, d'une saleté repoussante, d'une puanteur terrible. Ils ne se sont pas lavés depuis des mois. Ils titubent, ils sont pris pour des marins ivres, des enfants fuient à leur approche. Ils demandent à trouver Thorolf Sorley, le manager de cette station baleinière. Lorsque le commandant de l'Endurance l'aperçoit, il lui tend la main et lui dit « Mais enfin, vous ne me reconnaissez pas ? Je suis Ernest Shackleton. » Nous sommes en mai 1916. Tout le monde les croyait morts depuis longtemps. Ils se lavent enfin, se nourrissent et se préparent à aller chercher les 22 hommes qui les attendent sur l'île Éléphant. Shackleton fait 4 tentatives pour aller les secourir. Le bateau est finalement en approche. Tous les hommes qui sont là, les 22 hommes, qui tous ont survécu, remarquent que c'est Sir Ernest Shackleton qui revient les chercher, conformément à la promesse qu'il leur avait faite. Il crie hurrah, évidemment, il lève les bras vers le ciel. Shackleton donc demande si tout va bien, et la première réponse de Wilde, c'est oui, tous bien, tous vivants. Premier réflexe, il jette des paquets de cigarettes sur le rivage, et donc il se rue sur les cigarettes pour en fumer une petite. On lui propose de visiter le campement. Là, Shackleton dit à ses hommes... Non mais vous êtes malades, et si la glace se referme, on repart pour un tour. Non, tout le monde embarque le plus vite possible. Ils partent pour 3 jours de navigation jusqu'à Punta Arenas, et là, la liesse des gens qui les accueillent est à nouveau indescriptible. Il y a 8000 personnes sur le quai à Punta Arenas, sur le détroit de Magellan, pour les acclamer, pour les accueillir. Et c'est ainsi donc que ce personnage absolument incroyable est parvenu, malgré toute attente, à sauver l'équipage qu'il avait entraîné vers cette aventure antarctique. Ernest Shackleton a profondément marqué l'exploration polaire. Il a même laissé son empreinte dans le monde du travail. En Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons, on parle du management à la Shackleton, c'est-à-dire que il a une façon d'être parmi ses employés, entre guillemets, qui est un cas d'étude. Il se met au même niveau qu'eux, il partage les mêmes épreuves. Quel que soit finalement son rang, tout le monde met la main à la pâte. Voilà sa façon de procéder. Et c'est quelqu'un qui encourage toujours les hommes à se dépasser, à espérer que l'issue de l'aventure dans laquelle ils sont sera positive. C'est un modèle pour des hommes d'entreprise, mais c'est surtout un modèle pour tous ceux qui rêvent d'entreprendre des marches vers les pôles, qu'il s'agisse du pôle Nord ou du pôle Sud. C'est un homme qui a fait rêver tous les grands aventuriers qui se sont rendus vers les pôles. Ernest Shackleton est enterré en Géorgie du Sud. Le jour où je me rendrai sur cette île, je me plierai au rituel. Je verserai sur sa tombe une rasade de son whisky préféré. Histoire salée. Shackleton, l'Odyssée de l'Endurance, un podcast de la collection Histoire salée de France Bleu Brésil. Invité, l'historien Olivier Mignon. Prise de son et mixage, Jacques-Henri Gérard, Olivier Crépet. Journaliste, Tiffaine Morin. Production et réalisation, Véronique Sapet, studio de création France Bleu. Les histoires salées sont en ligne sur vos plateformes favorites et sur l'appli Radio France.